Bakongo na balari na babembe toyemba yuidia Bukuyu nini na mbongo amoko bana seno maela Bana Kongo tosangana toyemba yuidia Kongo Diani, Kongo Teto Kamona Wamona, Serafin Molo, Gikoufoua Boni Kongo Tekayala, Boni Kongo Tekatunga Oro Kebiakou, Stache Malanda Bonjour peuple congolais, nous sommes le 17 décembre 2020, ici c'était Congo, le Congo d'été travailleur, le Congo d'été technocrate, le Congo d'été tranquillité, le Congo d'été transfert. Chers compatriotes, après un moment d'absence, nous voici de retour. Chers compatriotes, comme prévu, nous devrions vous parler du nouveau Congo. Je rappelle que nous avons décidé de faire des vidéos dans le but de sensibiliser le peuple congolais dans le combat où nous nous sommes engagés. Car beaucoup de ceux qui sont dans le combat ont toujours tendance de minimiser notre adversaire, M. Denis Sassou Nguesso. Et donc nous avons dit, pour combattre l'ennemi, il faut d'abord le connaître. Voilà pourquoi nous avons fait autant de vidéos pour vous faire connaître M. Denis Sassou Nguesso, pour vous le faire connaître sur sa façon de faire, de procéder. Parce que beaucoup encore se demandent, mais comment M. Sassou Nguesso procède depuis 40 ans pour se maintenir au pouvoir? Comment faire pour mener un combat efficace? Surtout comment éviter une perte de temps et ne pas tomber dans des insultes? Malheureusement, nous y voici. Certains d'ailleurs se sentent déjà vaincus pour le combat qu'ils avaient commencé depuis 2016 et se projettent déjà pour le combat de 2021. Alors, le but de ces vidéos n'était pas de vous parler d'après Sassou Nguesso, mais plutôt de déceler les moyens efficients pour notre combat afin d'évincer M. Denis Sassou Nguesso. En effet, nous avons étudié tous les moyens qui ont été proposés par les Congolais dans ce combat. Les descentes dans la rue, les manifestations, des grèves, des coups d'État, des dialogues nationaux, des participations à l'élection de 2021, des conférences nationales bis. Alors, tous ces moyens, nous les avons étudiés et conclus que ces moyens n'étaient ni efficaces ni efficients. Par contre, un seul moyen qui a répondu à l'efficacité et à l'efficience, c'est la conférence internationale. La conférence internationale où nous avons demandé à tous les Congolais, ensemble, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de s'asseoir autour d'une table pour trouver les solutions pour notre pays, pour sauver notre malade qu'on appelle le Congo. Et ceci sous l'assistance de la communauté internationale, car l'expérience des différents dialogues ont prouvé les échecs dans l'application des résolutions. Alors, c'est aux Congolais de saisir l'opportunité et d'agir. Du fait que le moyen est déjà connu, c'est-à-dire la conférence internationale d'une part, et suite à la demande des Congolais qui veulent connaître notre vision du Congo après M. Denis Sassou Nguesso d'autre part, nous avons résolu de venir vous faire une synthèse de notre vision sur le Congo de demain, le nouveau Congo, le Congo des régions autonomes, le Congo de l'espoir, c'est-à-dire
le fédéralisme au Congo. Nous allons le faire dans 3 vidéos. Par contre, le travail méticuleux pour le développement du pôle que nous avons élaboré dans un manifeste de 473 pages ne vous sera pas détaillé. Simplement parce que ça ne concerne que le pôle. Ce travail que nous avons élaboré va constituer notre contribution lors de la rencontre de tous les enfants du pôle, où nous parlerons du développement de la reconstruction de notre belle et généreuse région qu'on appelle le pôle. Nous savons que les initiatives ont déjà commencé. Et donc, l'opportunité nous sera donnée pour vous parler de ce que nous voulons, de la vision que nous avons pour le pôle. Le fédéralisme, un sujet dont mes aînés ont déjà élaboré, ils ont déjà parlé de ça. C'est pour dire que nous ne sommes pas le premier. Éventuellement, nous ne serons pas aussi les derniers. Mais c'est un sujet que, aujourd'hui, les Congolais sont en train d'aborder. Parce que le système en place a déjà prouvé ses faillites. Beaucoup des Congolais en parlent. Je peux parler de notre frère David Londi, dans le livre blanc du manifeste pour le fédéralisme au Congo. L'ancien président de la République, Pascal Lissouba, il en parle. Le président Modeste Bougadia en fait d'état dans l'une des vidéos. Un sujet qui d'ailleurs commence à faire son chemin dans le désert des Congolais. Dieu merci. Nous ne cessons de dire que chaque Congolais doit s'investir pour le développement dans sa région. N'attendons pas qu'on soit décédé pour être inhumé dans sa région. Peuple congolais, tout n'est qu'une question de temps et de cycle. Le système de gouvernance actuel, que nous pouvons qualifier d'État unitaire autoritaire, va disparaître. C'est inéluctable. Piloté par des forces obscures, il crée la désolation et provoque des migrations de toutes sortes en Afrique. Ce système sème les complots politiques, les coups d'État, les guerres, les morts, les génocides et les souffrances du peuple. Il est comme un vampire qui dévore toute vie sur son passage. Il faut donc le tuer. Tout en pillant le patrimoine matériel du pays africain, l'État unitaire autoritaire saccage aussi leur patrimoine immatériel. Il tue à petit feu la dimension culturelle des peuples de ces pays. Il ronge leur diversité linguistique et exacerbe les antagonismes ethniques. Mais, une chose est sûre, comme la tour de Babel, ce système est condamné. Il doit s'arrêter. Il doit s'écrouler. Alors, faut-il falloir redéfinir les principes de la République, de l'unicité et de l'indivisibilité pour une République une et indivisible. Peuple congolais, vous vous demandez certainement, mais où tout ceci veut nous amener? Eh bien, votre esprit veut savoir ce qu'il adviendra de ces États qui ont failli à cause de leur folie unitariste et autoritaire. Eh bien, sachez que ces pays vont se dissocier du système mortifère dans lequel les pousse le système de l'État unitaire et autoritaire pour renaître. Et c'est logiquement que leur renaissance passera par un nouveau système qui redonnera de la vie au peuple de ce pays. Un système qui, au temps des ancêtres de ces peuples, légitimera chaque ethnie et pacifiera des ethnies pour la postérité.
Une nouvelle ère est désormais en marche. Vous l'aurez maintenant compris. Un nouveau système de gouvernance va inéluctablement remplacer le système actuel. Évidemment, parmi ces pays qui vont renaître se trouve notre Congo, le Congo-Brazzaville, que nous appelons de nos voeux le nouveau Congo, le Congo de l'espoir. L'heure de la paix a sonné entre les Lari, les Teke, les Mboshi, les Kouyou, les Bembe, les Kamba, les Vili, etc. Le nouveau Congo de Brazzaville va se bâtir dorénavant sans fusion de sons et pour une prospérité partagée entre le peuple du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Voilà pourquoi, peuple congolais, je veux me permettre d'abord, avant que on ne rentre dans le fédéralisme, de faire un peu de l'historique pour vous mettre dans le bain. Les guerres civiles et ethniques prennent souvent naissance à partir de la manipulation des ethnies. Entité culturelle, par les politiques en Afrique. Le cas du Rwanda, du RDC, Congo démocratique, du Congo démocratique, montre que le tribalisme fait partie de ces nombreux maux qui minent ce continent dans sa longue marche vers la démocratie. Même si parler du tribalisme au Congo-Brazzaville est assez risqué dans un pays où ce débat, éludé depuis les indépendances, soulève beaucoup de passions et de clichés profondément enfouis dans nos subconsciences. Nous avons l'obligation d'en débattre parce que cette idéologie est le frein même de la démocratie. C'est ainsi que les actes politiques de très courte durée et structurés autour de cette idéologie vont totalement et en défaveur des équilibres des régions. Pourtant, des politiques plus responsables pourraient lancer une dynamique d'émancipation sociale, économique et culturelle dont un pays a tant besoin. Les répercussions des politiques guidées par la motivation tribaliste sont les naufrages de la dictature dans sa pire forme parce qu'elle n'exploite pas tous les potentiels humains, pourtant financiers sur des millions de budgets de l'État de ce pays. Par conséquent, par ce comportement, le tribalisme qui favorise pour la valorisation des ressources, le patronage pour des affinités ethniques ou claniques au détriment de la méritocratie. Pourtant, les vraies politiques économiques équilibrées des régions permettraient à toutes les composantes régionales d'ambitionner un développement conforme à leur potentiel culturel et à leurs atouts économiques. La vision biaisée des politiques tribalistes, guidée essentiellement par l'enrichissement facile, induit une surexploitation de certaines régions riches en matière première et la sous-exploitation des autres régions. Redonner la possibilité aux régions de prendre leur destin économique et social en main donnera une chance à ce pays de se développer de façon équilibrée et un meilleur contrôle des effets pervers d'un exode rural non maîtrisé, d'une fuite de cerveaux qui dépeuple le Congo et fait de lui l'un des pays dont le nombre d'habitants au kilomètre carré est plus faible, estimé à 3,4. Alors, cette politique d'exclusion aux implications néfastes est imposée au Congo, peuple congolais, depuis plus de 50 ans. En effet, la mauvaise gestion du pays s'est traduite par l'assèchement connu des ressources budgétaires qui précipite des pans entiers de l'économie dans les abîmes, laissant les carreaux des milliers de Congolais, déstructurant ainsi tous les services éducatifs et sanitaires, alors que notre pays a des atouts économiques formidables, des ressources naturelles abondantes. Je peux citer par là les minéraux, le pétrole et le bois. Des infrastructures sont en deçà
de ce que l'on pourrait attendre d'un pays riche en ressources. Quand on regarde le transport, les écoles, les hôpitaux, tout manque et rien n'est à la hauteur des attentes de la population, dont la misère est indescriptible. Nous voyons bien que cette situation est essentiellement provoquée par l'instrumentalisation du tribalisme qui favorise le patronage par affinité ethnique au détriment de la méritocratie. Ce mode de gouvernement induit que les ressources n'ont pas leur vraie valorisation parce que les responsables nommés à la tête des secteurs stratégiques du pays sont incompétents, cooptés parce qu'ils sont de la même ethnie, du même parti politique ou du même clan que le président de la République. Pourtant, cette situation n'est pas une fatalité. Elle est le fait des haines ricuites. Elle est provoquée par des groupes ethniques qui se font la guerre depuis l'indépendance pour la conquête et la conservation du pouvoir par la violence. La raison est que les ethnies démographiquement minoritaires, dans le contexte de vote ethnocentré, ne peuvent pas accéder aux affaires par le suffrage universel. Alors, elles y arrivent et s'y maintiennent par la violence. En effet, parmi les 6 présidents du Congo, depuis la fameuse indépendance, figurent 6 civils qui sont ici du Sud et qui ont accédé aux affaires par suffrage. Et les 3 autres qui sont des militaires, originaires de la partie septentrionale, ont accédé aux affaires par coup d'État. Si bien que, ici, le caractère centralisé et absolu de l'État unitaire fait que le Congo a de la peine pour le vivre ensemble, dans la diversité. C'est pour cette raison que nous militons pour le fédéralisme, l'autonomie des régions. Nous, les Congolais, nous devons nous réapproprier notre histoire et recréer des espaces dans lesquels la maison commune est le périmètre de l'État imposé par le colon. La terre de nos ancêtres, des différentes ethnies y habitent sans inquiétude. Chacun chez soi avec la volonté affirmée de vivre en paix dans l'espace commun, promouvoir le vrai vivre ensemble dans la diversité et la paix. Cette philosophie qui se caractérise dans le fédéralisme, rien que dans le fédéralisme. 60 ans après les premières vagues des indépendances africaines, il est de plus en plus évident que le vrai problème des États africains, c'est leur système politique autoritaire, unitaire et centralisé. Au niveau purement politique, l'État-nation autoritaire, unitaire, favorise la domination de la majorité par un clan, un groupe où un individu érigé en chef de l'État décide de tout. Ce système bride les initiatives et les énergies locales tout en mettant en danger des équilibres de notre village commun, le Congo, notre pays. Alors, peuple congolais, ceci nous amène à nous poser la question. Est-ce que le fédéralisme est-il la solution pour vivre dans la diversité ethnique et la paix? Eh bien, peuple congolais, beaucoup d'organisations, d'universitaires et d'experts se sont penchés sur la situation qui prévaut au Congo-Brazzaville depuis 1960. Et donc, par rapport à ça, il serait peut-être mieux qu'on voie un peu, qu'on rentre un peu dans l'historique de notre pays. Ce qui nous amène, c'est que ces universitaires et ces experts nous parlent du Congo. Alors, nous allons donc faire un rappel sur l'organisation démographique. Le territoire congolais est inégalement peuplé. 70% de la population sont concentrés dans le sud du pays, tout le long du littoral.
Donc ça, c'est la zone de Pointe-Noire. Et sur le rive du cours moyen du fleuve Congo, ça, c'est la zone de Brazzaville. Et le long de la voie ferrée Congo-Océan qui, d'ailleurs, relie ces deux zones, c'est-à-dire Brazzaville et Pointe-Noire. Toutefois, il faut signaler que les 3/4 de la population habitent les villes. Ce qui fait que le Congo-Brazzaville reste l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique. À elles seules, les agglomérations de Brazzaville comptent à peu près 2 millions et Pointe-Noire envisage à peu près 1 million. Ces agglomérations concentrent plus de 55% de la population. Les autres villes importantes sont Lubomo, Nkayi, Mosenjo, Kinkala. Avant les génocides, avant les meurtres, les assassinats dans le pays, les régions les plus peuplées sont les régions du Poul, la Bouenza, Niari et la Likoumou. Les régions des plateaux et les régions de la cuvette comptent plus de 150 000 habitants, alors que les autres ont tout au moins 100 000 habitants. La région de la cuvette ouest étant la moins peuplée, compte à peu près 59 000 habitants. Ça, c'était le rappel sur l'organisation démographique. Maintenant, le rappel sur l'organisation de la politique intérieure. L'un des pôles de résistance de la France libre pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Congo. Il accède au statut de territoire d'outre-mer en 1946, puis de république au sein de la République française en 1958, qui finalement va avoir son indépendance en 1960. Alors, une des figures d'avant de cette marche vers l'indépendance était l'abbé Fulbert Yulu, qui va présider le pays de 1960 à 1963. Un modèle de développement socialiste est alors adopté par la République du Congo, qui, à partir de 1968, est dirigé par des militaires. Des difficultés économiques suscitent la grogne dans la République populaire du Congo, sous la présidence du colonel Denis Sassou Nguesso de 1979 à 1991. Les références marxistes sont supprimées à l'instauration d'une démocratie pluraliste, permet l'élection d'un nouveau président, Pascal Lissouba en 1992. Les rivalités politiques entraînent cependant le pays dans des guerres civiles sanglantes. En 1997, M. Denis Sassou Nguesso reprend le pouvoir par coup d'État, comme d'habitude, d'un pays déchiré dont une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Un régime présidentiel est instauré en 2002. Au plan de l'organisation du pouvoir, il s'agit d'un État unitaire. Le régime politique est présidentiel. Le président gouverne sans nécessairement avoir l'appui de la branche législative. Le système électoral est du type scrutin à deux tours. Le système partisan est généralement associé à la catégorie multipartisme. Alors, quelle gouvernance le pays a connue depuis 1960? Peuple congolais, nous avons déjà fait plus de 4 vidéos, voire 5 vidéos, dans lesquelles nous vous avons parlé de la présidence de notre pays depuis 1960. Mais néanmoins, nous allons vous faire une petite synthèse pour vous remettre dans le bain. Alors, de 1960 à 1963, c'est la présidence de l'abbé Fulbert Yulu. L'abbé Fulbert Yulu, qui est né le 9 juin 1917 à Madibou, c'est dans la région du Poul. La personnalité de Fulbert Yulu échappe à tous les critères d'appréciation des Occidentaux, parce que ceux qui essayaient d'en cerner les contours sont souvent incapables de tenir compte de la spécificité du contexte africain dans lequel a vécu profondément enraciné M. l'abbé Fulbert Yulu. D'autre part, compte tenu de sa jovialité, certains aspects fantasques de l'homme qui affichait un anticommuniste militant, Fulbert Yulu a, dans son vivant, été constamment rallié par ses adversaires, voire même diffamé.
En mai 1957, l'abbé Fulbert Yulu entre dans le gouvernement du Moyen-Congo comme ministre de l'Agriculture. Il anime la section congolaise du Rassemblement démocratique africain ainsi que le RDA et l'Union démocratique de défense des intérêts africains UDDIA. En novembre 1958, après des violentes émeutes qui se dérouleront à Pointe-Noire, l'abbé Fulbert Yulu succède à Jacques Opango à la présidence du conseil du gouvernement et décide alors le transfert de la capitale congolaise à Brazzaville. En juin 1962, il obtient les pleins pouvoirs à la suite d'un vote de l'Assemblée et en août de la même année, il annonce la création d'un parti unique, tout ceci pour sauvegarder l'unité nationale. Une année plus tard, il est renversé à la suite des journées de 13, 14, 15 août, au cours desquelles la population de la capitale congolaise manifeste contre sa politique, tandis que la France s'abstient d'intervenir en sa faveur. Placé en résidence surveillée, il parvient à gagner la rive méridionale du Congo, du fleuve Congo, en mars 1965, où Moïse Tshombe lui accorde l'asile politique. Le 9 juin 1965, il est condamné à mort par contumace par le tribunal populaire de Brazzaville. Après avoir vainement tenté d'obtenir le droit de s'installer en France, il regagne l'Espagne où il meurt d'une maladie hépatite et il sera inhumé à Madrid le 6 mai 1972, qui finalement va être transféré et inhumé à Madibou, dans son village, le 16 décembre 1972. Qui en sera-t-il avec la présidence de Alphonse Massamba Deba? Alors, Alphonse Massamba Deba est né en Kolo en 1921. Il fait ses études primaires à l'école régionale de Boko. Il reçoit ensuite une formation d'instituteur à l'école Édouard Renard de Brazzaville. Après qu'il ait travaillé au Tchad, en mai 1963, Alphonse Massamba Deba quitte le gouvernement à la suite de divergences de plus en plus prononcées avec l'abbé Fulbert Yulu. Le 15 août 1963, le chef militaire, Matsokota, et Mouzabakani appellent Alphonse Massamba Deba au pouvoir. Il devient le chef du gouvernement provisoire et continue et constitue un cabinet réduit constitué de techniciens. Parmi les techniciens, on peut citer Antoine Mabongo Mbimba, Germain Bikouma, Bernard Kaliba, Pascal Issouba, Paul Kaya, Charles David Ganao, Édouard Ibouba Babakas et Jules Nkunku. En août 1964, le Mouvement national de la Révolution ainsi que le MNR est créé et institué parti unique. Massamba Deba en est le secrétaire général et Ambroise Noumazanaï le premier secrétaire politique. Février 1965, 3 personnalités dont les positions ne sont pas du goût du pouvoir. Le président de la Cour suprême, Joseph Poabou, le procureur de la République, Lazare Matsokota, et le directeur de l'agence congolaise d'information, Anselme Mwasweme, sont assassinés. Cela va constituer un point culminant d'une atmosphère de terreur. Les assassinats qu'on ne pourra attribuer la responsabilité à Alphonse Massamba Deba, dont la mémoire réhabilitée en 1991 lors de la conférence nationale souveraine commencera à rétablir la vérité sur l'ensemble de son œuvre marquée autant par la rigueur, l'intégrité que le pacifisme. Il s'agira néanmoins des premiers crimes politiques reconnus de l'histoire du Congo après l'indépendance. Sur le plan économique et social, Alphonse Massamba Deba mène une gestion saine et rigoureuse. Sous sa présidence, le Congo connaît un début d'industrialisation et le niveau de vie des Congolais s'améliore.
quelques grandes unités de production à grandes mains d'œuvres sont construites. On peut citer l'usine textile de Kinsundi, les palmeraies de Tumbi, l'usine d'allumettes de Betou, les chantiers de construction navale de Yoro, etc. Des centres de santé sont créés, ainsi que les groupes scolaires. Les taux de scolarité du pays devient le plus élevé de l'Afrique centrale. En juillet 1968, devant la montée de la contestation, il fait arrêter le capitaine Ngouabi, dissout l'Assemblée nationale et le bureau politique du MNR et suspend la constitution de 1963. Il en résulte un affrontement entre les partisans au sein de la défense civile et une partie de l'armée, qui conclura à un coup d'État par les grandes figures de la partie septentrionale menée par Marie Ngouabi, Denis Sassou Nguesso et Yombi Opango. On pourra noter alors la volonté manifeste de Alphonse Massamba Deba d'éviter tout bain de sang et ainsi se contraint à démissionner. Mais le 5 août 1968, on le rappelle, il forme alors un nouveau gouvernement. Un nouveau Conseil national de la Révolution de 40 membres est donc doté de pouvoirs étendus et est mis en place. Le 4 septembre 1968, Alphonse Massamba Deba, dans les prérogatives du président de la République, ont été rognées par le CNR, se résout officiellement de démissionner. La fonction de président de la République est provisoirement suspendue et c'est le capitaine Alfred Raoul qui va donc assumer l'intérim du chef de l'État. Le 16 octobre 1969, il est arrêté par le nouveau régime et accusé des assassinats de février 1965. La cour martiale chargée de le juger l'acquitte. Le mois suivant, le procès ayant démontré la seule implication de ses collaborateurs d'alors, c'est-à-dire Ambroise Noumazala, Ilisouban Dalagaï et Omessa, etc., réunis au sein d'un groupe de Mpila, va donc se tenir. Le 18 mars 1977, Alphonse Massamba Deba est arrêté à son domicile à Brazzaville, quelques heures juste après la mort, l'assassinat de Marie Ngouabi. Il est présenté comme l'instigateur du complot ayant conduit à la mort du président Marie Ngouabi. Le 25 mars 1977, dans la nuit, il est exécuté après une cour martiale. Massamba Deba va connaître des tortures inhumaines. Et d'ailleurs, sa sépulture n'a jamais été révélée. Maintenant, la présidence de Marie Ngouabi. Eh bien, Marie Ngouabi, lui, il est né le 31 décembre 1938 à Ombélé, de profession militaire. Il gouverne le pays du 1er janvier 1969 au 18 mars 1977. Après que les jeunes militaires pro-soviétiques avec lui ensemble, qui étaient dans le socialisme marxiste et léninisme, vont organiser un coup d'État, ils vont donc chasser Alphonse Massamba Deba. Et c'est donc Marie Ngouabi qui devient le président de la République. Sur le plan politique, Marie Ngouabi va vivre des moments de perturbation avec des différents coups d'État. Rappelez-vous, en 1970, il y aura le coup d'État manqué de Pierre Kinganga. En 1972, le coup d'État manqué de Ange Bidier Diawara. Souvenez-vous des grèves des étudiants. Bref, tous ces coups d'État dont Sassou Nguesso c'est lui qui tirait le fil d'organisation de ces coups d'État, tout simplement dans l'optique d'éliminer les cadres militaires originaires de la partie sud. Sur le plan économique, Marie Ngouabi va hériter le pays dont la corruption a été presque totalement éradiquée par le régime de Alphonse Massamba Deba.
La situation financière de l'État est saine. Mais le grand handicap du pays est celui de manque de ressources humaines qualifiées de haut niveau. Parce que le Congo ne dispose pas d'une poignée d'universitaires, d'ingénieurs, des juristes ou des experts comptables et de moins d'une centaine de médecins. Cependant, avec un taux de scolarisation de 95%, tous les espoirs semblent permis. Mais, vite les espoirs du développement du Congo s'instoppent avec la mauvaise gestion de l'économie et de l'ethnisation de la machine administrative. Marien Ngouabi, durant son mandat, va être reproché à multiples occasions par ses proches de la façon dont il mène donc la gestion du pays. Souvenez-vous de Ange Bidi Diawara qui parle de l'obimétrie. Marien Ngouabi sera assassiné le 18 mars 1977 par Denis Sassou Nguesso. Après être inhumé dans un musée à Brazzaville qu'on appelle Marien Ngouabi, eh bien, il va être transféré discrètement et inhumé dans son village natal, dans sa région. La présidence de Yombi Opango. Yombi Opango est né le 12 janvier 1939 à Oando. Également, comme son frère, d'ethnie Kouyou, lui aussi, il est de profession militaire. Il gouverne le pays de 6 avril 1977 au 5 février 1978. En 1977, quand Joachim Yombi Opango prend la règne du pouvoir, la population du pays est de 1 687 000 habitants. Et le PIB par habitant est de 1848 $, soit 1 099 560 francs CFA. Le pays ne connaîtra aucun investissement. Yombi Opango hérite de l'économie impitoyable des 2 dernières années du régime de Marien Ngouabi. Et à cela va s'ajouter la mauvaise gestion sous Yombi, ce qui complique la tâche du nouveau régime. Yombi Opango s'efforce de restaurer la rigueur et l'efficacité dans l'administration publique. Le moindre manquement est réprimé chez les fonctionnaires. La perception des impôts et des droits de douane est menée de manière, sinon de façon cruelle. Cependant, les difficultés financières de l'État se font remarquer. L'État peine à tenir ses engagements, c'est-à-dire les salaires, les dettes, etc. Ce qui fait que le pays passe à l'heure de l'austérité. Mais ce que les Congolais ont pu retenir de ce régime de M. Joachim Yombi Opango, c'est le vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Parce qu'en 11 mois, M. Joachim Yombi Opango n'a brillé que d'incompétence. Aucun investissement. Finalement, Joachim Yombi Opango décède le 30 mars 2020 en France. Et il a été inhumé à Oando le 30 octobre 2020. Il y a aussi la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso, lui, il est né le 23 novembre 1943. Encore une date douteuse. À Idou, région de la Cuvette, de profession militaire. Il a fait ses études primaires et secondaires à Idou, puis à Oando, et par la suite, il est élève au collège normal de Dolizy, Mbunda, pour devenir instituteur. Après un passage en Algérie, en juillet 1968, Sassou Nguesso est dans la mouvance des officiers progressistes. Va participer, à côté de Marien Ngouabi, au coup d'État qui infléchit le pouvoir de Alphonse Massamba Deba vers une forme militaro-marxiste.
le 18 mars 1977, Marien Ngouabi est assassiné par le commandant Marien Ngouabi, par le commandant Denis Sassou Nguesso. Et l'ironie du sort, lui, Sassou Nguesso, qui était ministre de la Défense, il prétend dire qu'il n'a été informé que par un simple civil, Justin Likunzu. Mais il rentre quand même dans le comité militaire du parti en qualité de vice-président et garde son poste de ministre de la Défense. Le 5 février, finalement, en 1978, Sassou Nguesso, en complicité avec le bureau politique du Parti congolais du travail, agite les autres organes du parti, défait Joachim Yombe Opango de la présidence de la République. Il va donc rester président de la République jusqu'en 1992, après la conférence nationale souveraine. Il y a eu aussi la présidence de Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, lui, il est né le 15 novembre 1931 à Tingidi, dans le département du Niari. Profession ingénieur agronome. Il gouverne le pays du 5 août 1992 au 5 octobre 1997. Pascal Lissouba se présente aux élections présidentielles comme candidat de l'Union panafricaine pour le développement pour la démocratie sociale, l'UPADES. Il va donc remporter les élections présidentielles avec un taux de 61,3% après avoir signé les accords au deuxième tour avec M. Denis Sassou Nguesso, président du Parti congolais du travail. Pascal Lissouba arrive au pouvoir. Le croyant très habile pour avoir fait la gestion quand même dans le pays, pour avoir eu une longue expérience, d'avoir travaillé ensemble avec Alphonse Massamba Deba. Malheureusement, entouré de cette bande qu'on appelait la bande des quatre, Monsieur Pascal Lissouba a connu des moments difficiles dans la conduite du pays. Le 28 avril 1993, le Congo signe un accord de prêt avec la société américaine occidentale Petroleum Corporation Oxy, grâce à Pascal Lissouba. Il faut le lui reconnaître, il faut le lui donner quand même ce mérite. Celui-ci, c'est-à-dire Oxy, avance quand même 150 millions de dollars au Congo. Le prêt est gagé sur des recettes futures des champs de Nkossa et Ketina. Sauf que dans la gestion financière avec cette bande de quatre, les Congolais n'ont pas vu les traces de cette masse d'argent que Lissouba avait encaissé. Alors dans le souci de conserver le pouvoir, pire encore, et de la prolifération de bandes armées, Pascal Lissouba dérive vers la formation et l'encadrement des troupes de la sécurité présidentielle. Il signe un contrat de sécurité d'un montant de 50 millions de dollars avec une société israélienne, Ledvan, le 5 octobre 1997. Pascal Lissouba était évincé du pouvoir par Denis Sassou Nguesso, malgré qu'il avait créé 4 bandes armées avec lui, les Zoulous, les Kokoï, les Obévillois et les Mamba. Pascal Lissouba va mourir en exil en France le 24 août 2020 à Perpignan. Dans l'espoir d'être inhumé un jour dans sa région natale, dans son village. Pascal Lissouba, après Pascal Lissouba,
Il y aura donc le retour de M. Denis Sassou Nguesso. Après 4 mois de combats intenses et meurtriers, le président de la République du Congo, Pascal Lissouba, est renversé en octobre 1997. Pascal Lissouba quitte son poste et le pays, alors que Brazzaville est devenu un champ de bataille et Pointe-Noire passe aux mains des forces de M. Denis Sassou Nguesso. La lutte armée se poursuivra toutefois avant qu'un accord de paix ne soit conclu à Brazzaville le 29 décembre 1999, après un bilan humain très lourd, 400 000 victimes, 750 000 Congolais manquent à l'appel, selon l'ONU. Le 25 octobre 1997, justement, Sassou Nguesso se proclame président. Il abroge la constitution de 1992, forme un conseil national de transition et parle de tenir des élections. Une accalmie est suivie par la reprise des combats sanglants avec les milices de l'opposition. Le 27 octobre 1915, il va y avoir un lancement du changement de la constitution de 2002 pour faire sauter les 2 verrous interdisant à M. Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat présidentiel en 2016. Il s'agissait de la limite d'âge et celle de nombre de mandats. Le changement de la constitution va se solder à plusieurs morts des Congolais. Sassou Nguesso transforme le Congo en champ de bataille. Le Congo compte en milliers de morts, de destruction du tissu social congolais, de l'éducation nationale et de l'économie. En mars 2016, suite à des élections contestées par l'ensemble de l'opposition, voire de la communauté internationale, eh bien, M. Denis Sassou Nguesso persiste et s'impose comme le jour de la marmotte. Il veut revenir en 2021. Et aujourd'hui, il est plébiscité l'empereur. Peuple congolais. Alors, c'est un résumé. C'est vraiment une synthèse qu'on a voulu vous faire. Mais des vidéos existent. Si vous voulez en connaître plus en détail, allez-y suivre, allez-y écouter des vidéos. C'était nécessaire pour que vous compreniez le tribalisme que le pays a connu, le système de la manière dont les gens ont accédé au pouvoir. Et vous verrez dans la suite comment ils vont donc instrumentaliser pour le tribalisme pour se maintenir au pouvoir. Et ceci va nous permettre de projeter pourquoi nous parlons finalement du tribalisme. Alors, pour l'instant, une question se pose. Le tribalisme est-il une idéologie de gouvernance? Alors, pour répondre à cette question, nous disons au peuple congolais, nous devons retenir que les valeurs correspondent à nos perspectives dans le domaine de la moralité, de la nature et de la culture, des groupes ethniques, du social, du politique et de la nation et du monde. Dans la société humaine, les normes fondamentales de comportement qui permettent de se distinguer des êtres humains, des animaux, prennent la forme des principes moraux universels reconnus. Parce qu'en tant qu'être humain, nous ne saurions approuver des meurtres, d'assassinats, de vols, d'escroqueries, de fraudes, d'adultères, de viols, de sexualités débridées. Peuple congolais. Aimer sa propre nation est un sentiment parfaitement honorable de fierté, comme celui d'aimer le village où on a grandi, où on est né. Toutefois, l'ethnie, les religieux, les langages, les cultures ou les frontières géographiques naturelles ne devraient pas rendre vulnérables au danger les fragmentations de la nation moderne, tout au contraire. Mais sauf qu'il y a un concept qui existe depuis des siècles dans nos civilisations qu'on appelle l'ethnie. Un concept que les colonisateurs français ont exploité pour faire asseoir leur politique de domination, d'exploitation et d'esclavage. Ce concept devenu comme un cancer
dans la société congolaise après l'indépendance. Il n'a jamais fait l'objet d'un vrai diagnostic des dirigeants sociopolitiques de peur de lui prescrire un traitement ou une chimiothérapie. C'est vrai que depuis 1960, la question ethnique n'a pas fait l'objet d'un réel débat au sein de la société. Par contre, ses effets ont été à l'origine de l'adoption d'un certain nombre de mécanismes destinés à lutter contre ce phénomène. Nous avons dit que le Congo compte plus de 75 ethnies reparties dans des grands groupes. On parle d'ethnie Congo, d'ethnie Teke, d'ethnie Mboshi, d'ethnie Sanga, d'ethnie Maka, d'ethnie Eshira, d'ethnie Kota, d'ethnie Ubangouin, etc. Peuple congolais, nous avons mis à votre disposition des vidéos qui sont là. Vous pouvez aller écouter où nous avons tout détaillé. Le mot ethnie désigne un ensemble de populations ayant en commun des caractéristiques et surtout animées par la conscience d'appartenir à une même origine. Cette vertu appelée ethnie, décriée, repoussée, critiquée par plusieurs intellectuels, des sociologues, a fait l'objet de plusieurs études, est accusée jusqu'à ce jour d'être à l'origine de la fragilisation de l'unité nationale du pays. Mais après études, observations et témoignages, nous avons conclu que le seul chemin qui peut conduire l'unité durable recherchée est celui qui passe ou qui tient compte de l'ethnie. En somme, l'unité est engendrée par l'ethnisation. Autrement dit, l'ethnie est le socle fondamental de l'unité au Congo. Le peuple congolais l'a tant prouvé et l'a tant confirmé. Peuple congolais, vous ne direz pas le contraire. Il suffit d'aller voir et analyser, et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire, les résultats des élections de 1992. Pourquoi nous avons pris comme référence les élections de 92? Parce que jusque-là, c'était les seules élections démocratiques qui s'est passé au pays. Alors, quelle analyse faisons-nous des effets ethniques sur les résultats des différentes élections en 2092? Sans toutefois se référer dans l'histoire, eh bien, pour ne pas se perdre, les différentes élections de 1992, qui sont encore récentes, viennent nous rafraîchir la mémoire et nous remettre dans le contexte réel. Alors, voici les résultats des différentes élections en 1992-93. En effet, les résultats des élections des conseils régionaux, des conseils de district, des conseils d'arrondissement ont été les suivants. L'UPADES est arrivé en premier avec 468 sièges. Le MCDDI en deuxième position avec 244 sièges. Le PCT en troisième position avec 191 sièges. Le RDD en quatrième position avec 122 sièges. Et le RDPS en cinquième position avec 89 sièges. L'analyse de ces résultats prouve que l'UPADES était la principale force politique dans les régions du Niari, Bouenza et Likumu. L'UPADES avait raflé toute la majorité des sièges dans les conseils régionaux de ces régions et s'arrogeait une position confortable dans les conseils des districts, d'arrondissement et de communes. Mais ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut mentionner, et c'est très important, c'est que tous les élus de l'UPADES dans ces régions que je venais de citer, Niari, Bouenza, Likumu, sont tous ressortissants de ces régions-là, c'est-à-dire Niari, Bouenza, Likumu. Mais l'UPADES n'est pas le seul. Le MCDDI sera pareil. C'est-à-dire que, comme l'UPADES, le MCDDI s'est imposé étant la principale force politique dans la région du Poul. Et même à Brazzaville. Puisqu'il a gagné plus
des députés et de conseils. Ici également, tous les élus du MCDI sont tous des ressortissants de la région du Poul. De son côté, le RDPS n'a pas échappé à cette règle de la configuration régionale. Alors, dans la partie septentrionale du pays, la compétition électorale a opposé le PCT et le RDD. Et cette même tendance mosaïque s'est une fois de plus confirmée. Seuls les ressortissants de la partie septentrionale ont été élus aux élections des différents conseillers de ces partis politiques. En résumé, l'analyse de ces résultats des élections qui, du reste, n'étaient pas exhaustifs, nous donne un bref aperçu d'un pays en cours de parcellisation et distribue de manière territoriale l'influence des différentes formations politiques. Cette tendance qui s'est progressivement dessinée dans l'échiquier politique s'est clairement confirmée lors des législatives qui finalement consacrent le fractionnement du territoire congolais. Tout comme les élections locales, législatives, s'étaient présentées comme le deuxième tour de test des différentes partis politiques en présence. Le scrutin majoritaire à deux tours, des législatives, du 24 juin et du 19 juillet 1992, avait reproduit les mêmes tendances déjà observées lors des locales et avait même confirmé le phénomène de la balkanisation électorale de ces grands partis. Ici également, l'analyse de ces résultats des législatives nous montre comment celles-ci avaient parcellisé le territoire en fiefs électoraux, fiefs correspondant pour la grande majorité d'entre eux aux entités géographiques d'origine des différents candidats et des leaders des partis. Au premier tour, il a été constaté que les candidats élus l'avaient été dans leur localité d'origine et les électeurs n'avaient voté que pour des candidats originaires de leur région ou presque de leur ethnie. Alors, pour revenir au résultat, sur un total de 125 députés composant l'Assemblée nationale, 68 sièges avaient été pourvus, appartenaient à l'UPADES. Et ils étaient tous, en majorité, originaires du Niari, Bwenza et Likuma. Il était de même pour le MCDDI. Sur les 29 sièges qu'il avait, la majorité, sinon je dirais la totalité, était originaire du Poul, dans le fief de Bernard Kolela. Le RDPS de Tshisekedi Tshikaya, c'était pareil avec ses 9 députés. Ils étaient presque originaires du Kwilu. Le PCT a fait la même chose avec ses 18 députés. Ils étaient tous originaires de la partie septentrionale du Nord. Le RDD, c'est pareil. Voilà, peuple congolais. En définitive, les législatifs avaient confirmé les tendances qui s'étaient dégagées lors des élections locales et avaient surtout reconforté le sacro-sainte position électorale des différents acteurs politiques. Alors cette balkanisation va se répéter sans conséquence lors des présidentielles. C'est-à-dire que ce que nous avons vu dans les locales s'est répercuté dans les législatives et finalement ça s'est encore répercuté aux présidentielles. Les résultats de ces élections nous démontrent quoi? Eh bien, nous démontrent comment les Congolais étaient enracinés dans leur communauté, dans leur district, leur région et enfin dans leur ethnie. Une chose est vraie. Les électeurs n'avaient pas voté les élus par rapport au programme, mais plutôt par rapport à leur filiation ethnique. En fait, les problèmes internes du Congo sont depuis toujours liés
à des conflits relativement ethniques dont ont su malignement profiter les intérêts français occidentaux via soif de pouvoir des jeunes pousses politiciens, d'alors que l'on retrouvait pour l'heure dans les camps des sudistes, des nordistes, des gens de l'ouest, les gens de l'est. Faire des élus son choix sur filiation ethnique, c'est la question qu'on va se poser. Faire des élus son choix sur la filiation ethnique et non sur le choix des programmes est-il une mauvaise chose? Voilà une question qui nous amène à savoir si le tribalisme est un mode de gouvernance. La plupart des Congolais vous diront oui, c'est une mauvaise chose. Parce que c'est ça qui a entraîné les guerres, parce que c'est ça qui a fait que le pays n'est pas engagé, parce que c'est ça qui a fait que nous vivons de ça depuis. Donc c'est pas normal, il faut qu'on se combatte. Mais le peuple congolais, il y a une réalité qui est là. C'est que depuis longtemps, depuis des années, depuis l'indépendance, les Congolais se sont lancés dans cette guerre de lutter contre ce tribalisme. Parce qu'on l'accuse comme quoi c'est lui qui fait manquer la paix au pays. Mais sauf que jusqu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, ils n'ont jamais gagné ce combat. Ils se sont engagés dans un combat contre Goliath. Et donc d'avance, ils savent qu'ils sont perdants. Mais ils sont toujours là. Alors on s'est posé la question, mais pourquoi ne pas changer de méthode? Pourquoi ne pas avoir une autre vision? Je veux toujours vous ramener dans l'histoire toujours des élections, pour faire prendre conscience aux Congolais que l'ethnie est enracinée dans le peuple du Congo. La géographie des suffrages à l'élection présidentielle de 1992 fait réapparaître trois grands pôles régionaux. Il y a d'abord la cuvette et les régions qui sont au nord. Ça, c'est le fief de l'ex-parti avec M. Denis Sassou Nguesso. Il y a un deuxième pôle qui se situait autour du Poul et autour de Brazzaville, avec le MCDDI, avec le Bernard Kolela. Ça a pris à peu près le 2/3 de voix. Et enfin, un troisième pôle, c'est celui de Niari Bouenza Lekumu, où Pascal Lissouba a dépassé 80% de suffrages universels. L'élection de Pascal Lissouba. Au second tour, bien sûr, avec l'alliance du PCT, n'était qu'une alliance, on dira, de façade, puisque la preuve en est que tout avait volé juste un mois après. Mais ce qu'il faut ressortir ici aussi, c'est que Pascal Lissouba n'était élu à Brazzaville qu'à 17% du suffrage au premier tour. Et d'ailleurs, il n'avait mené que sa campagne active que en Filou, à Brazzaville. Pourquoi? Parce que dans cette partie-là, c'est là où se concentraient les partisans des gens qui sont originaires du Niari Bouenza Lekumu. Peuple congolais. Cette attitude dont beaucoup de gens condamnent, qui maquille avec le tribalisme, en fait, moi je ne les condamne pas. Parce qu'en fait, j'ai compris que les Congolais n'ont fait qu'approuver leur attachement à leur communauté. N'ont fait qu'approuver leur attachement à leur ethnie. Parce que ce n'est que celui qui est avec eux qui va bien comprendre la réalité du peuple de la base. Nous en avons un témoignage.
peuple congolais. À Vinza, on a voté quelqu'un qui est ressortissant du Nord. Mais peuple congolais, on ne l'a jamais vu là-bas. Il a été élu là-bas, entre parenthèses, dans des circonstances que nous disons entre parenthèses. Mais enfin, ce que nous savons, c'est qu'il y a un député qui est là-bas, qui est originaire du Nord. Mais peuple congolais, où est-il? On ne l'a jamais vu. Pourquoi? Mais ça ne le prend pas du cœur. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas de là-bas. Rappelez-vous que l'ethnie désigne un ensemble de la population ayant en commun les caractéristiques et surtout animé par la conscience d'appartenir à une même origine et de vivre ensemble, de s'apprécier et de se partager la même culture. Mais donc c'est tout à fait évident. Sauf que malheureusement nous sommes en train de voir depuis 1960 que cela a commencé, on se bat contre soi-disant le tribalisme fait ceci, parce que l'ethnie nous entraîne dans le tribalisme, donc il faut lutter contre le tribalisme. On lutte contre le tribalisme, alors que le tribalisme lui-même vient de l'ethnie, donc implicitement il lutte contre l'ethnie, mais peuple congolais, d'office c'est un combat déjà perdu. Vous êtes en train de lutter contre un géant que vous n'allez jamais combattre. Goliath. Donc voilà, peuple congolais. C'est pour cette raison que nous vous ramenons dans l'histoire pour que vous appréciez, pour que vous puissiez combattre, que nous devrons comprendre. Alors on s'est dit, au lieu de nous battre contre l'ethnie, il serait plutôt mieux de ce qu'on appelle en mathématiques faire un raisonnement par opposition. C'est-à-dire, au lieu de lutter contre le tribalisme tel qu'il est défini, il faut plutôt l'accepter. Il faut plutôt le prendre. Et alors, aller comprendre comment il est structuré, comment il est composé, comment il est entrepris pour que, quand on l'exploite, que ça devient positif. C'est ça le raisonnement par opposition. Au lieu tout le temps de vous mettre en combat, et surtout que ça date depuis 1960, ça n'a jamais marché. Au contraire, aujourd'hui, avez-vous pas entendu dire que nous sommes partis dans le pôle, on est allé brûler et le ciel n'est pas tombé. Peuple congolais, c'est parti, nous allons le développer plus loin. Et vous allez comprendre pourquoi, finalement, petit à petit, on chemine vers le fédéralisme. Alors, puisque c'est le tribalisme qui nous fait couler la salive, on va se poser la question, mais l'idéologie du tribalisme était donc-il un mode de gouvernance depuis 1968 alors? Eh bien, peuple congolais, pour répondre à cette question, nous dirons, aujourd'hui, plus que hier, l'ethnicité et le tribalisme continuent de gangréner la vie congolaise, de la manière dont il est politisé. Ça gangrène la vie congolaise, dans la mesure où les politiques, tous les bords confondus, se servent de cette identité socio-culturelle pour accéder ou pour conserver le pouvoir. C'est ce que nous avons appelé le tribalisme politisé. Et c'est ça que les gens critiquent. Mais ça, ce n'est pas du tribalisme, mais ça, c'est un fait monté pour conserver le pouvoir. Un tribalisme politisé est la source de la violence politique dont la conséquence est l'assassinat de plusieurs hommes et femmes de tous les bords d'ethnie qui s'est accéléré depuis 1968. En effet, la nécessité de constituer la majorité dans le cadre du multipartisme pousse tous les hommes politiques à recomposer la population congolaise en clientèle familiale, ethnique et régionale. Ce phénomène est encore plus prégnant dans les villes au sein desquelles englutinent 70% de la population depuis
l'officialisation du multipartisme en 1990. Environ 200 partis se sont constitués. Pourquoi? Mais parce que chacun étant de telle ethnie, il cherche à créer son parti. Et vous allez constater que certains de ces partis ont une évidence, résonance, ethnicisme. Mais ils sont minoritaires. Au contraire, même pour les partis ayant des bases régionales les plus circonscrites, des dénominations constituent autant d'appels à l'unité nationale. Citons le cas du MCDDI, de Bernard Kolela, de l'UPADES de Pascal Lissouba ou de RDPS de Tissé Chikaya, sans oublier celui de PCT de Sassou Nguesso. Ces quatre partis ont pourtant une implication ethno-régionale très marquée et connue de toute la population. Dans le même esprit, des discours de campagne électorale demeurent une grande prudence et de l'hypocrisie. Tous les candidats proclament leur unitarisme, leur souci de rétablir la démocratie et le développement, mais tous dénoncent le tribalisme du camp de l'adversaire, alors qu'en réalité, ils profanent, alors qu'en réalité, ils diffusent eux-mêmes le tribalisme. Chacun, cependant, interprète les antagonismes politiques selon la grille de l'ethnicité. Les notions de tribalisme et d'ethnocentrisme sont constamment présentes dans les débats politiques, surtout à l'éveil des élections. Peuple congolais, elle constitue à voir partout, dans tous les conflits, dans toutes les prétentions concurrentes, la figure d'ethnie ou de la région. L'évidence du clientélisme régional demeure un puissant ressort d'affiliation partisane. Comme démontré plus haut, je venais de le dire, l'hypocrisie dans les discours unitaristes reste un moteur puissant pour rouler le peuple dans la farine. Les hommes politiques vendent l'illusion de l'unité nationale, quand en réalité, ils entretiennent des bastions ethniques pour accéder aux responsabilités. Ce comportement politiquement correct, bien huilé, entretient le rêve d'un vivre ensemble dont ils ont vidé toute la subsistance à coup de sacrifices humains et des alliances politiques improbables, sans logique idéologique. L'occupation de Brazzaville par les différents groupes, par des différents grands groupes ethniques montre une situation qui est le reflet de la réalité socio-culturelle morcelée du pays. Wenze, Talangai, Mikalo, ça c'est pour la partie septentrionale. Mfilo, Diata, ça c'est la partie Bwenzaniari, les Komo, Bakongo, Makelekele, jusqu'à Nganglingolo. Ça c'est pour la partie des gens du Poul. Alors, tout ceci nous fait connaître au discours convenu des hommes politiques. Donc, après près de 60 ans qu'on a voulu nous faire comprendre de vivre ensemble, de biens communs au sein du territoire hérité de la colonisation, et donc par essence pluriethnique, on a finalement considéré que tout cela n'a contribué qu'à un échec. Il n'y en a pas de vivre ensemble. Tant bien même qu'on l'a hérité de la colonisation, cela fit un échec. De toute tentative de la démocratisation en Afrique centrale comme au Congo. Peuple congolais,
De fait, aucun pays d'Afrique centrale n'a accepté de manière totale ou sincère le multipartisme présenté par le pouvoir en place comme un facteur de guerre interethnique. Le cas du Congo, l'échec de la construction de l'État-nation et de refus d'opter pour d'autres options comme le fédéralisme a abouti à l'établissement des mosaïques ethniques, souvent politiquement fanatisées, qui sont autant de freins au changement démocratique. Nous avons assisté à la concrétisation politique de ce phénomène lors du mot d'ordre de Villemort, de l'IDC Foka. Nous avons vu, quand les quartiers du sud de Brazzaville se sont mobilisés, ceux de la partie nord de Brazzaville étaient absents. A-t-on réellement compris pourquoi les différents candidats opposés à Sassou à l'élection présidentielle de 2016 n'étaient pas arrivés à présenter une candidature unique face à Sassou? Est-ce que nous avons compris cela? Peuple congolais, c'est parce que chacun voulant tirer le fil de son coin veut aller dans sa région, veut ramener le pouvoir dans sa région, dans son coin. Et je veux vous dire, si en 2016, si vous oubliez ce qui s'est passé en 2016, parce que beaucoup oublient vite, mais il faut que vous le sachiez. En 2021, cette même opposition refuse une fois de plus de se réunir, de présenter un candidat unique. C'est pour vous dire, peuple congolais, même en 2050, ce peuple, avec le même régime, avec le même type d'État qu'il y a là, jamais les Congolais vous présenteront un candidat unique. L'abbé Fulbert Yulul a commencé en 2060. En 2059, peuple congolais, ça a entraîné la guerre. Et jusqu'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas avoir un candidat unique, et même quand ils le font semblant, quand ils font semblant de le faire, ça éclate en lambeaux, souvenez-vous, entre Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais, peut-on encore se poser la question sur l'adhésion réelle des ressortissants du Sud sur la candidature de Jean-Marie Michel Moukoko à cette même élection? N'était-ce pas un vote qu'on lui avait donné par procuration? Est-ce qu'on ne lui avait pas donné un vote par procuration? Il n'était pas dans le cœur des gens de la partie du Sud. Ce que Jean-Marie Michel Moukoko n'avait jamais compris. Les lecteurs ne s'est-il pas dit qu'en face de M. Denis Sassou Nguesso, il fallait dresser un homme qui lui ressemble pour produire un effet de miroir? Un militaire comme lui, un officier supérieur comme lui, un natif de la partie septentrionale comme lui, un membre du groupe ethnie Mboshi ou Kouyou comme lui. N'est-ce pas le portrait craché se trouvait dans Jean-Marie Michel Moukoko? C'est lui qu'on est allé chercher. N'était-ce pas l'explication de l'engouement autour de sa candidature présidentielle du 20 mars en 2016? L'engouement que tous les gens ont vu à Pointe-Noire de cet ancien chef d'état-major, plébiscité, le candidat qu'on appelait le Messie. Mais le peuple congolais, c'était juste un chèque en blanc. Mais en réalité,
Qu'est-ce que Jean-Marie Michel Mokoko était-il allé faire dans cette aventure qu'il n'avait jamais compris? Et aujourd'hui, où est cet engouement? Où est cette déferlante? Où est cette masse? Jamais. On n'a jamais lâché le Messie, surtout qu'il est venu pour sauver. Mais peuple congolais, la question qu'on peut légitimement se poser, ce peuple n'a pas bougé quand Sassou a décidé de l'embastiller. Il n'a même pas répondu à son mot d'ordre de ville morte. Ce même peuple n'a-t-il pas chanté Bango na Bango? Peuple congolais, Mokoko est devenu un homme du passé, aussi avec l'âge. Peuple congolais, face à cette perception, comment s'en sortir? Est-ce qu'il faut convoquer un énième dialogue national inclusif ou une conférence internationale sous l'égide de la commission internationale pour déballer, pour faire comprendre aux Congolais qu'il est temps de changer? Depuis la proclamation de la République le 28 novembre 1958 et la déclaration de l'indépendance le 15 août 1960, le Congo n'a presque jamais connu de stabilité. Et une seule région, le Poul, paye toujours le tribut lourd. Et aujourd'hui, on parle du génocide du Poul. Depuis, c'est toujours le Poul qui a toujours payé. Depuis 1968, peuple congolais, depuis cette année, 1968, il s'en est déclenché une série de coups d'État qui a engendré des crises de toutes sortes, politiques, humanitaires, économiques, sociales, financières. À ces différentes crises, le remède proposé est toujours le même. Si ce n'est une conférence nationale, c'est un dialogue national sans inclusif. Si ce n'est la scission, aujourd'hui on nous ramène encore un autre, l'unité du Sud. Et là, dernièrement, on vient nous parler de la concertation, des moyens proposés par tous les marchands d'illusions qui ont perdu même le sens du raisonnement, qui ont même perdu la mémoire. Tout le monde fait semblant d'ignorer que le moment privilégié du dialogue entre les leaders politiques et le peuple se situe pendant les périodes électorales libres, au lieu de se replier derrière des dialogues qui n'ont pour seul but que de servir d'amortisseur à la colère légitime du peuple. Tous les politiques amnésiques jouent le jeu de la dictature en place quand ils réclament tous le dialogue national sans inclusif. Or, un pays qui ne se rappelle pas de son histoire ou fait mine de l'occulter est condamné à la revivre à un moment ou à un autre. C'est pour cette raison, peuple congolais, nous avons tenu à vous faire un peu l'historique pour que vous compreniez que depuis 1960, dans lequel nous sommes dans cet aspect de tribalisme qu'on a voulu diaboliser, on s'est entraîné dans ce combat. Aujourd'hui, maquillé du tribalisme politisé, ça nous entraînait à des charnières, à des morts humaines et économiques du pays. Parce que pris comme modèle, comme méthode pour accéder au pouvoir. Prenez-en conscience, peuple congolais, il est temps d'agir. Ces dialogues dont on parle ont commencé depuis sous Marien Ngouabi, rappelez-vous. Mais ce n'est que venu pour divertir le peuple. Après tout cela, on a aussi eu la conférence nationale souveraine qui a été organisée en 1991. Où les forces politiques de l'opposition et de la partie civile
ont bien participé. Mais au cours de cette conférence nationale souveraine, le peuple congolais avait pensé avoir aplani tous les différends pour une meilleure gouvernance, pour une paix durable. Souvenez-vous, il y a eu les lavements de mains, les plantations d'arbres, des nettoyages des cimetières, des trains de paix. Malheureusement, on avait changé le contenu sans s'attaquer au contenant. Cette attitude irresponsable a replongé le pays dans un cauchemar noir, les dialogues n'ayant rien fait. De 1992 à 1997, tout le monde connaît le déferlement de la violence gratuite et des guerres coûtent contre les civils jusqu'en 1997, provoquées par des partis politiques criminels, crimes contre l'humanité pour avoir tourné la violence de leurs milices respectives contre les civils, contre le peuple. Depuis, pour s'en sortir ou pour se maintenir, le système a mis en place et a tenté d'organiser des dialogues selon un calendrier bien précis, savamment pensé. Souvenez-vous du dialogue national sans exclusif qui avait été organisé pour aboutir aux 5 ans de transition flexible. Le dialogue de Brazzaville, c'était pour organiser les élections présidentielles de la même année. Le dialogue de Evo, c'était pour organiser les élections législatives. Le dialogue de Dolisie, c'était pour organiser les élections locales. Le dialogue de Sibiti, c'était pour organiser le hold-up de la Constitution de 2015 et les élections de 2016. Naturellement, la concertation de Madingu, c'est pour organiser les élections de 2021. Peuple congolais, l'adhésion des hommes politiques à la longue liste que nous venons de citer de ces dialogues initiés par M. Denis Sassou Nguesso prouve la ménie ou la complicité politique des femmes et des hommes qui divisent, qui disent que gouverner et stabiliser durement la paix au pays. Ces dialogues n'ont rien servi que d'amortisseur, je venais de dire, aux revendications légitimes du peuple. Toutes celles et tous ceux qui y prennent part ne sont que des pantins de M. Denis Sassou Nguesso. Ne sont que des pantins au système de M. Denis Sassou Nguesso. Cette situation ambivalente, violence et dialogue n'est qu'une stratégie de conservation du pouvoir. Ces voies ont été explorées et expérimentées. Revenir à ces solutions serait un non-sens politique. C'est-à-dire que maintenir et encourager les pratiques des méthodes et des dérives claniques qui forteraient le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Et ça, nous l'avons déjà démontré et dit que M. Sassou Nguesso n'a jamais changé de recette. Malheureusement, les Congolais oublient très vite. Rappelez-vous, c'est à cause de cette pratique d'oubli que le Congo pleure encore ses morts. Voilà, peuple congolais, pendant que nous parlons de morts, et comme nous sommes là pour vous rappeler les conflits qu'on a connus au Congo, ça nous a entraîné beaucoup de morts. De 1993 à 1997, avec Pascal Lissouba, nous avons connu 3 guerres, violences ethniques, plus de 30 000 morts, liées directement à ces conflits. De 1997 à 1999, avec M. Denis Sassou Nguesso, on a connu une guerre civile, plus de 10 000 morts liés directement au conflit. Et le projet Mwebara, publié par le site Optimum International de Michel Taube, décrit une vaste extermination de la population de Poul. Un projet d'ailleurs que certains Congolais n'ont découvert qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait l'objet de la toile. Mais peuple congolais, les Congolais, il faut qu'ils arrêtent de venir inciter, prendre des choses dont le peuple a déjà vécu et vivre ça comme traumatisme et faire de ça comme un projet politique dans l'intérêt de vouloir venir traumatiser le peuple de pour les inciter à aller au peuple, c'est-à-dire pour les envoyer encore justement à l'abattoir. C'est comme si ce qu'ils avaient fait de 1993 à 1997 ne suffisait pas. De 2002 à 2003,
Nous avons connu des violences avec M. Denis Sassou Nguesso. Plus de 5000 morts liés directement au conflit. De 2015 jusqu'en 2018. Il y a eu des massacres dans le Poul. Plus de 5000 morts et plus de 130 000 déplacés. Nous avons entendu avec Florence Maurice dans RFI. Peuple congolais, les données sont là, les données sont probantes. Et tout ça, c'est à cause, parce que les Congolais oublient vite. Et les Congolais, tellement qu'ils oublient vite, voilà, ils incitent encore aux gens de descendre dans la rue. Ils commencent à nous parler, oui, Mobara, c'est comme s'ils venaient de découvrir que Mobara, ce n'est que maintenant que ça y est là. Alors qu'on a compris que derrière ça, on veut inciter les gens pour descendre dans la rue. Parce que pendant toute la période de 2016 qu'ils ont mené le combat contre M. Denis Sassou, ils n'ont pas pu. Alors ils ont trouvé autrement. Aujourd'hui, il faut envoyer les gens du Poul dans la rue. Parce qu'ils ont compris que ce n'est que l'homme du Poul qui peut descendre dans la rue. Peuple congolais, le Congo est un État non stable qui a perdu toute crédibilité nationale et internationale, qui a perdu la dignité et la souveraineté économique. La marche forcée vers le vivre ensemble a déjà échoué. Le bilan est lourd. Rend l'organisation de vivre ensemble illégitime. Les hommes politiques intègres et les démocrates d'aujourd'hui doivent se poser les bonnes questions sur cette situation pour chercher des vraies solutions. Au Congo, on a tout essayé. Rien n'a marché. L'une des solutions qu'on n'a pas essayé aujourd'hui, c'est le fédéralisme. Pour un vivre ensemble, dans la diversité, pour obtenir la paix durable. Cette option n'a jamais été prise en compte dans les pays malgré des cycles de guerre meurtrières initiés depuis 1959. À chaque respiration démocratique succèdent des guerres ethniques. C'est bien la preuve que le suffrage universel ne peut jamais marcher dans ce pays où le vote est ethnocentré, comme en 1992. Et il en restera ainsi. Or, ce contexte politique congolais n'a pas profondément changé depuis 1990, année de l'instauration du multipartisme. Les mêmes causes produiront les mêmes effets dès que l'on donnera une seconde fois une chance à la démocratie. Les mêmes démons vont se déchaîner. Organiser les élections au suffrage universel avec un processus électoral fiable et libre produira donc les mêmes contradictions qu'en 1992. Les mêmes partis politiques ethnocentrés vont donc nouer des alliances improbables, des alliances des diables, comme celle scellée entre Pascal Lissouba et Sassou Nguesso, ou bien comme celles qui sont allées sceller à Madingou en 2020. Ce qui fait qu'en 2021, le président va encore s'autoproclamer élu sans difficulté comme en 2016. Tout le monde sait ce qu'il en est et ce qu'il en est advenu sur le plan humain, social, sécuritaire et économique. Nous en vivons encore les conséquences. C'est pour cela que toute stratégie intégrant le suffrage universel est vouée à l'échec dans le contexte politique et démographique congolais actuel. Objectivement, les drames vécus par ce pays depuis 50 ans plaident indéniablement pour un changement de paradigme, d'organisation contournant le suffrage universel direct pour éviter les affrontements nord-sud, sud-sud. Appelez ça comme vous voulez et installer les conditions d'un vivre ensemble dans la diversité. Voilà le peuple congolais. Ce qui fait que ce n'est que cette manière-là qu'on pourra aller dans le fédéralisme. Et c'est dans le fédéralisme qu'on trouvera donc le vrai vivre ensemble. Alors, on va encore se poser une autre question. Le fédéralisme, est-ce que c'est la voie qu'il nous faut? Peuple congolais, nous venons de faire un bilan
de l'État-nation. Le bilan est catastrophique. Nous en avons constaté des dangers pour la sécurité des citoyennes et citoyens. Nous en avons constaté la régression dans tous les domaines économiques et sociaux. Le maintien du pays dans ce système, dans le bilan après plus de 60 ans est catastrophique, n'est qu'une fatalité. C'est dramatique. Mais néanmoins, on peut quand même le relever. Ce n'est pas une fatalité aussi en tant que telle. Nous n'avons pas exploré d'autres organisations politiques et ça, on doit se le dire. La contrepartie la plus aboutie et l'expérimenter partout dans le monde pour le vivre ensemble, c'est le fédéralisme. Alors, pourquoi ne pas envisager ce système pour un vivre ensemble, dans la diversité et la paix, dans un Congo nouveau et respectueux des droits fondamentaux humains? Certes, il y a des défis à remonter. Mais les Congolais, ce sont ceux-là qui aiment aussi les défis. Et oui, peuple congolais, développer le pays, on ne doit pas nous l'apporter sur un plateau. Il faut justement relever des défis. Et connaissant la détermination et la volonté des Congolais, les Congolais sont en mesure de le faire. Voilà pourquoi nous avons vous cité quelques défis ici. Comme nous l'avons dit, nous n'allons pas rentrer dans des détails. D'abord, des défis qui sont en attente. Alors, pour poursuivre ce but, nous avons un triple défi à relever. D'abord, il y a la démocratie, la paix et l'agilité. Tout ceci pour nous adapter aux mutations majeures qui sont en train de s'opérer en Afrique et dans le monde. Nous ne pouvons pas nous développer sur la base d'un contexte taillé pour nous exploiter nous-mêmes, quelle que soit l'implication et la bonne volonté des uns et des autres. Nous devons tout repenser de l'organisation politique, éducative et culturelle jusqu'au paradigme relatif à la nouvelle nation. Car 60 ans après, le bilan est en effet affligeant. Car sous la férule des autocrates et des hommes sans foi ni loi qui ont usé et abusé de l'instrumentalisation du tribalisme, nous assistons à un recul récurrent de tous les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen au Congo. Nous devons dépasser ce mal absolu et repenser toute notre organisation politique et sociale pour créer les conditions d'une paix durable et des régions agiles et autonomes avec un pouvoir central aux attributions politiques et économiques réduites. Pour les défis économiques, pourtant, l'équilibre régional permettrait à toutes les régions d'ambitionner au développement suivant leur culture propre et leurs atouts naturels, leur permettant ainsi d'être justement exploitées pour éviter la surexploitation de certaines d'entre elles et la sous-exploitation des autres, comme c'est bien souvent le cas aujourd'hui dans notre pays. En excluant certains, la marche pour le développement, eh bien, c'est voué à l'échec. Cela constitue un obstacle au développement économique. Voilà pourquoi l'idéologie du tribalisme est l'outil principal de la conquête au pouvoir, au contraire, créatrice de tensions, de pauvreté et des assassinats. Les conséquences sont graves. Plus que la compétence et l'efficacité sont privilégiées à l'appartenance ethnique, le clan, les filiations, le Congo ne connaîtra jamais le développement. D'ailleurs, le cas récent de la compagnie de télécommunications du Congo en est un exemple. Ça se souvient encore de le léguer à son petit-fils. Peuple congolais. Ainsi, dans un contexte de rareté de ressources et de méfiance généralisée, le tribalisme conduit chaque groupe à voter sur une base ethnique afin de placer leurs représentants dans les rouages de l'appareil étatique. Que cela ne vous fasse pas peur. Ce faisant, ils vont tenter, via leurs représentants élus, de capter les subventions des nominations et des services publics pour les détourner vers leur groupe
au détriment du reste des autres factions. L'essentiel, l'essence même du tribalisme, c'est la volonté farouche de la conquête du pouvoir pour chaque ethnie ou région. Il en découle une sorte de course effrénée de l'appropriation de l'État. Et le plus souvent, dans un cycle de guerre comme ce pays, on en a le secret. Car c'est le seul moyen de contrôler les ressources publiques et de s'enrichir. D'où l'émergence d'une économie rancière fondée sur le clientélisme et la corruption. Cette situation place le pays dans une trajectoire de guerre permanente qui ne s'arrêtera pas tant que l'appétence pour le pouvoir animera tous les leaders installés au sommet du parti. Mais il y a aussi un défi, celui de la paix. Peuple congolais, dans la lutte contre l'idéologie de tribalisme, Diawara nous a parlé de l'eubimétrie, dont nous avons d'abord développé, qui est installé au pays depuis 1970. Ça y est toujours là. Vous avez vu comment ça souvenait encore de nommer les officiers supérieurs de l'armée, tous originaires du Nord. Peuple congolais. Non, il faut que vous compreniez. Nous sommes suffisamment grands pour comprendre. Tout ceci nous a poussé à l'idéologie du tribalisme, à des limites qui ne sont plus acceptables, qui ne sont plus excusables. Elle a ainsi contribué à exacerber le sentiment d'appartenance à l'appartenance tribale chez des groupes ethniques les plus importants démographiquement, qui tapissent dans l'ombre, dans les sentiments avoués, et non d'en découdre, cherchent à s'emparer du pouvoir, jugeant l'impétrant comme un usurpateur, ce qui est malheureusement souvent le cas. Rappelez-vous, peuple congolais, de Yakan Noki Noki, avec, pendant la période de M. Omarien Ngwabi jusqu'à M. Denis Sassou Nguesso. Rappelez-vous encore de Yabako Lervé pendant la période de M. Pascal Lissouba. Alors devant ces frustrations des exclus, les hommes politiques véreux et sans scrupules organisent la conquête du pouvoir autour d'un sentiment d'appartenance ethnique sur la base de partis ethnocentrés. Chacun attend son tour. Nous l'avons entendu, que nous avons attendu depuis longtemps. Peuple congolais, ceci quelle que soit l'ethnie au pouvoir, le moment n'est-il pas venu de chercher autre moyen d'organisation politique de l'État pour dépasser cette situation mortifère? Une fois au pouvoir, nous tombons dans le recyclage des procédés utilisés par l'ancienne puissance coloniale pour le garder, diviser pour mieux régner, et le système de la politique 5D que nous avons décrié par des luttes tribales ont jalonné toute l'histoire de notre pays. En effet, nous assistons à une recolonisation progressive, mais cette fois-ci orchestrée par des Congolais sur les Congolais. C'est-à-dire que le Congolais a décidé de coloniser encore le Congolais, en recyclant les méthodes utilisées par le colon pour continuer à s'emparer des ressources du pays pour le bien d'un clan et non d'une ethnie, parce qu'aucun leader ne peut satisfaire toutes les attentes de son groupe ethnique. Le clan n'a qu'un objectif, s'enrichir. Et encore, en détournant des milliards, il brade les richesses et les ressources de ce pays pour un seul objectif, au mépris de l'équilibre économique, social et écologique. Alors, selon la même logique, il brade le pétrole aux compagnies étrangères, sans se soucier des équilibres économiques, écologiques et sociaux du contexte congolais. Dans cette recolonisation, l'assassinat politique est devenu une idéologie pour s'imposer, donc une réalité qui doit interpeller tous les démocrates de ce pays pour le changement d'organisation politique. De nos jours, et ce depuis des décennies, les assassinats politiques ont lieu souvent sur ordre, avec la complicité ou l'assentiment des autorités pour éliminer des concurrents gênants. C'est donc naturellement que ce type de crime
fait ressortir les forces qui traversent la société congolaise dans une période de crise depuis plus de 60 ans. Au Congo, les élections montrent un lien dangereux entre la politique et le crime. Étant incapables de gagner les élections par voie légale, certains candidats placent dans la violence leur seul moyen de parvenir au pouvoir dans un pays où le vote est ethnocentré. Nous l'avons dit et nous l'avons démontré, peuple congolais. La confrontation interethnique est donc inévitable. L'on ne peut avoir meilleure plaidoirie pour le fédéralisme. Voilà, peuple congolais. Nous sommes là pour vous expliquer le fédéralisme où nous voulons aller. Alors la question, quel Congo désirons-nous pour demain? Si tant bien même que les Congolais vous diront que nous voulons le Congo sans Sassou. Et pour quelle raison? Ils vous diront tout simplement, mais c'est parce que Sassou n'aime pas le Congo et Sassou n'aime pas les Congolais. Peuple congolais. C'est largement suffisant pour comprendre. Et les données des élections 92 sont là, aujourd'hui, pour comprendre que le Congolais veut que Sassou reste dans son coin, que chacun reste dans son coin. Et ça, c'est le fédéralisme. Alors, sommes-nous prêts, nous les Congolais, pour changer le système d'organisation politique? Sommes-nous prêts pour le fédéralisme? Peuple congolais, une série de questions se posent. Quelles sont les solutions qui peuvent nous sortir de cette solution qui plonge le pays dans le gouffre dans tous les domaines? Quelle organisation pour atténuer la violence de cette course à la magistrature suprême qui génère tant de guerres et de victimes dans notre pays? Un État fédéral est-il le mieux indiqué dans la réalité socioculturelle pour notre pays, le Congo? L'organisation actuelle, très centralisée, est-elle le mieux indiquée pour affronter les défis d'un monde qui se globalise? Comment amorcer un développement harmonieux dans un État fédéral et le vivre ensemble dans la diversité? C'est autant de questions, peuple congolais, qu'on devrait se poser pour l'après-Sassou, dont nous, les Congolais, nous avons bien voulu, par anticipation, donner des solutions avant même le départ de M. Denis Sassou Nguesso. C'est pour cela que nous faisons ces vidéos. 60 ans après, le départ des Français, le Congo, le pays n'est toujours pas sorti de l'instabilité politique. Les gens de la partie septentrionale et les gens de la partie littorale s'opposent. Si ce n'est entre sud-sud, c'est donc entre le nord-sud, c'est entre l'est et l'ouest. Où l'observateur impartial, neutre, objectif, ne parvient pas à comprendre les motivations idéologiques des guerres et des troubles. Visiblement, la guerre est devenue une stratégie de conservation du pouvoir. On la provoque, on la fait, on l'arrête, puis on la reprovoque, on la refait, et puis on la renaît, et puis on l'arrête de nouveau. Le cycle est infernal, meurtrier et appauvrissant pour les populations. Rien alors ne justifie alors cette stratégie. Pour l'observateur averti que nous sommes, ce cycle de guerre est une stratégie alimentée par l'instrumentalisation du tribalisme. Le tribalisme que nous avons appelé le tribalisme politisé, par des politiciens véreux s'attaquant aux populations jugées réfractaires, au régime pour se maintenir au pouvoir par de terreur et de la violence. Et la violence pour servir une organisation politique et économique issue de l'ancienne puissance coloniale. La détermination ethnique qui s'ingère dans tous les domaines de la vie quotidienne et politique congolaise est le révélateur. L'inculpateur des luttes qui empoisonnent les vies des citoyens pour conserver l'unité du pays et la paix. La voie du fédéralisme est la seule, l'unique et raisonnable. Le fédéralisme. Peuple congolais, pour terminer,
Voilà ce que nous avons tenu à vous dire au sujet du fédéralisme. Mais ceci, ce n'est qu'une introduction que nous avons faite concernant le fédéralisme. Nous n'avons pas encore abordé le fond du fédéralisme. Nous avons décidé de faire 3 vidéos. Dans celle-ci, que nous venons de faire, vous aviez compris que nous avons parlé de l'historique du fédéralisme. Nous avons fait un rappel des faits historiques du Congo, les présidents qui ont dirigé ce pays depuis 1960. Nous nous sommes posé la question si le tribalisme était une idéologie de gouvernance et quels sont les effets ethniques sur les résultats électoraux de 1992. Quels sont les conflits ethniques et les morts que le pays a connus et quelles sont les conséquences des affrontements des différents secteurs que nous avons connus. Et nous nous sommes posé la question de savoir si le fédéralisme était la voie qu'il nous fallait. Alors on s'est posé la question si nous sommes prêts pour le changement et pour prendre un autre système d'organisation politique. Voilà de ce de quoi nous avons parlé, peuple congolais. Mais cette introduction au fédéralisme et ce rappel était nécessaire pour faire la comparaison avec le nouveau Congo que nous désirons, que nous allons vous parler. Dans la deuxième vidéo, nous parlerons des concepts de l'État fédéral. Nous vous parlerons des différents principes de l'organisation de l'État fédéral. Et là-dedans, nous vous donnerons des exemples de pays qui ont déjà l'État fédéral, qui ont déjà ce type de gouvernance. Et enfin, pour terminer, dans la troisième vidéo, nous parlerons du fédéralisme au Congo. Et nous allons vous démontrer que le Congo était aussi fédéral avant. Nous allons vous les démontrer. Comment ce mode d'organisation va être appliqué au Congo. Donc c'est de ça que nous vous parlerons dans les prochaines vidéos. Peuple congolais, il est temps de changer. Seuls les morts qui ne changent pas. À bientôt et merci. Kamata batika muonda bantu tutele iwidia Kamata batika mula bambongo salu ya lubu iwidie Patata, pamama, payaya lusimba sakala Osala moteke movili mokwele momoshito yemba yuidia Bana la favela, Imangu, Bana Saint-Pierre, Bai Monama Bakongo na balari na babemeto yemba yuidia Mukuyuti nini na mbongo amoko bana seno maila Ana Kongo to sangana to yemba yuidia Kongo jani Kongo jeto Kamona wamona Serafin Molo Gikufwa Buni Kongo tukayala Buni Kongo tukatunga Oro que via couche tache malanda Willy Pato Basenga Keji Wilson Erido Rouge de Mpangala Tu vas cette ballon d'or Flavien Kanza Le prophète Arsène Baoula Sandrina Congo Amumalonda ni kwetidi Mumasese ni ya uila
Kanza Amu malonda ni kwetidi Mu masese ni